Hier soir, j'ai eu la chance d'être invité à l'avant-première en France du film d'Alessandro Monteverde, produit par Mel Gibson, qui nous parle de l'enfance en danger, d'enfants qui sont livrés en pâture à des personnes riches et assez inhumaines. Et en fait, quand on voit ce film et quand on entend le réalisateur, on se rend compte qu'à toutes les échelles, notre monde est à la dérive. Mais lui a choisi un angle particulier, celui des enfants. Il a essayé de faire un film fort, un film direct, un film qui touche, un film qui frappe les consciences, en s'inspirant de faits réels, avec une distribution d'acteurs vraiment de premier plan, dont Jim Caviezel, qui avait été connu du monde entier pour le film La Passion du Christ. Alors cet acteur, il a une vie assez incroyable, et également il porte chance au film, parce que les films les plus décriés, souvent d'ailleurs quand ils sont produits par Mel Gibson, qui est un espèce de trublion anticonformiste de Hollywood, deviennent des succès planétaires énormes. Parce qu'en fait, ils viennent toucher, ils viennent nous rappeler que les racines de notre humanité, les fondements de notre humanité, l'avenir de notre humanité sont en danger. Sont en danger avec les enfants, mais sont en danger également avec nos âmes, avec un espèce de pacte que nous signons quotidiennement en regardant des télés qui nous vident le cerveau. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut éviter de regarder la télé, mais il faut pouvoir, comme pour l'alimentation, diversifier son alimentation. C'est sympa de boire de temps en temps une boisson pétillante, très sucrée, de manger une barre chocolatée, de prendre des produits extrêmement transformés, etc., des bonbons, laisser les enfants prendre des choses très colorées, parfois pas terribles, mais parce que le sentiment, cette espèce peut être agréable. Et donc il faut se rappeler qu'on vit aussi pour le plaisir. Mais n'empêche qu'il faut avoir de la diversité, il faut essayer le plus possible de prendre des produits proches de la nature, et c'est pour ça que bientôt sur ce Substack, sur ce site internet, on vous proposera d'acheter des produits naturels, des produits pour la santé. Et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à abonner à la chaîne YouTube qui va bientôt atteindre les 20 000 abonnés, d'être également nombreux à suivre la lettre d'information bi-hebdomadaire Substack, donc une lettre le mercredi, c'est-à-dire aujourd'hui à 15h55, qui est sous-titrée en anglais, et une lettre le dimanche dans la matinée à 10h55. Et justement, ces lettres veulent être un complément, comme un espèce de complément alimentaire important pour compenser les carences de ce que nous proposent les médias. Et donc parfois j'essaie de taper fort, d'être même brutal, d'être énervé pour expliciter tout ce qui ne l'est plus dans les médias, ou trop rarement, ou à des heures de peu d'écoute. J'écoutais par exemple Leila Chaïd, qui est vraiment une combattante pour la vérité du sort des Palestiniens depuis si longtemps. Je rappelle que Gaza a subi 6 guerres d'Israël depuis 18 ans. Et donc quand j'entends des gens dire « mais avec toutes les aides qu'ils reçoivent, avec tous les milliards qu'ils reçoivent, ça devrait être un Eldorado ». Mais d'une part, ils ne passent leur temps qu'à devoir reconstruire. Ils sont dans un ghetto qui est entouré de murs, de barrières, de no man's land. Très régulièrement, il y a des personnes qui se font tuer, des enfants, des handicapés, des personnes âgées, parce qu'elles veulent résister, elles veulent dire non à l'oppression. Les organisations humanitaires disent toutes que l'eau n'est pas potable, que la nourriture n'est pas suffisante, qu'il n'y a pas assez de loisirs et de distractions et d'écoles et de moyens pour les enfants de Gaza de grandir. Mais
j'aurais presque envie de dire, jusqu'à présent, la situation de Gaza était pratiquement plus envieuse que celle de Cisjordanie. Cisjordanie, où quasiment au quotidien, les forces d'occupation ou les colons peuvent toquer à la porte et dire « je vous donne quelques heures pour partir parce qu'après, je ne peux plus garantir votre sécurité ». Et les territoires sont de plus en plus occupés, entourés de murs, etc. Et donc, mon objectif, et c'est pour ça que ça tombait bien en préalable, de parler de ce film que j'espère vous serez nombreux à aller voir sur grand écran. J'ai également découvert à l'occasion de cette première l'association, la fondation Innocence qui a été créée par Omer Asselier, dont on m'avait beaucoup parlé, qui est manifestement une personne qui a décidé de changer complètement sa vie et de se mettre au service des enfants et de rendre le monde plus sûr pour les enfants face à la barbarie des hommes. Et quand on voit les milliers d'enfants qui sont morts depuis 4 semaines à Gaza, qui n'ont pas pu connaître la vie, qui n'ont pas pu connaître tous les plaisirs qu'on découvre quand on grandit, quand on devient adolescent, les voyages, avoir soi-même des enfants, construire une famille, etc. Tout ça, ça a été enlevé, totalement enlevé. Et il n'y a aucune excuse à ça, il n'y a aucun alibi à ça, il n'y a aucune circonstance atténuante à ça. Et donc j'aimerais bien faire passer aujourd'hui un message qui est qu'on vit de plus en plus dans une société dans laquelle l'information est organisée finalement comme les pinces d'un crabe pour nous enfermer dans un piège de plus en plus fort. C'est-à-dire qu'on nous fait passer et on nous matraque la peur. Alors je vous rappelle, par exemple, que pendant la période du Covid, à peu près au début, on avait tous les jours, à la même heure, quelqu'un qui était le directeur de la santé publique, donc quelque part le chef de l'administration sous le ministre de la Santé, qui venait égrener le nombre de nouveaux malades et le nombre de morts. Et ce n'était pas le nombre de morts quotidiens, c'était le total des morts. Et donc, ce n'était pas présenté en tendance ou n'importe quoi, ou par rapport à la population globale. C'était un nombre qui était présenté comme s'il devait être complètement alarmant. Et ça a fonctionné. Des millions de personnes étaient devant leur fenêtre pour l'écouter. Une fois qu'ils avaient fini de l'écouter, ils se mettaient à leur fenêtre pour applaudir des soignants qui ensuite, parce qu'ils ont refusé des injections dont ils n'étaient pas sûrs et qu'en conscience, ils ne pouvaient ni recommander à leurs patients, ni recommander à leur famille, ni se recommander à eux-mêmes. Ils ont refusé parce que dans les professions de santé et de nombreuses professions, c'était obligatoire. Et que de très nombreuses entreprises également ont rendu obligatoire le fait d'être injecté pour pouvoir y travailler. Et ça a détruit des vies. Ça a détruit les vies de ceux qui ont refusé et qui aujourd'hui essaient de reconstruire leur vie, mais en sachant qu'ils avaient bien agi. Mais ça a aussi détruit de nombreuses vies qui ont cédé à ces injonctions, qui ont cédé à ces obligations, qui ont cédé à ces mensonges, à ce marketing du mensonge. Et on voit aujourd'hui que les mêmes personnes ou leurs successeurs continuent à nous parler d'innocuité de ces injections, d'innocuité d'autres injections, alors que c'est une aberration. Partout dans le monde, les États doivent verser des milliards d'indemnités aux victimes des dites injections. Et quand vous regardez les listes des effets secondaires possibles, ces listes sont immenses, elles font des pages. Et tout ce que les complotistes, les lanceurs d'alerte annonçaient, c'est avéré vrai. Cette espèce de bouillon à la Frankenstein, cette espèce d'arme, pas de soins massifs, pas une arme qui allait changer le destin de l'humanité, est devenue
une arme de contrainte massive, mais peut-être également, et je ne le souhaite pas, vraiment je ne souhaite pas parce que j'ai de la famille, des amis qui ont cédé, qui ont accepté parfois avec une forme d'enthousiasme à être vaccinés et qui aujourd'hui ont une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais nous avons tous cette épée de Damoclès parce que c'est en train d'être mis dans la nourriture, et pas que dans la nourriture animale par des injections, mais également dans la nourriture végétale, et évidemment au travers de tout ce qui est phytosanitaire, et qui sont en général des produits qu'au fur et à mesure on découvre comme dangereux, mais que bizarrement on refuse d'interdire, on refuse de suspendre en tant qu'utilisation. Et donc on voit bien qu'on est dans un système d'hyperconsommation dans laquelle on se tue à petit feu. C'est-à-dire que les bienfaits de la science avec conscience sont en train d'être complètement inversés par une nouvelle tendance. L'espérance de vie baisse, la natalité baisse. Pourquoi? Parce que nous devenons égoïstes et nous devenons stupides face à ces informations de la peur permanente. Pour le Covid, pour l'Ukraine, la Russie allait envahir l'Europe, allait détruire l'Europe avec ses dictateurs. On avait l'impression qu'on était revenu, entre guillemets, à l'époque de l'URSS. Mais également, cette horrible communication de tous ou presque tous les partis dits patriotes en France et les partis de centre qui disent « mais regardez, nos banlieues seront les nouveaux Gaza et ils viendront décapiter nos bébés, cuire nos femmes et les manger, etc. » Évidemment, tout ça est faux ou largement abusif, et ça fonctionne. Ça fonctionne parce que les opinions publiques sont cristallisées au tout début. Et donc, si beaucoup de gens affirment, parmi les personnes dites respectables, dites importantes, qui sont au pouvoir, disent « oui, il y a eu 1400 morts », sans préciser, parmi elles, les militaires, les policiers, les soldats de réserve, mais également les victimes de tyrannie. C'est-à-dire quand l'armée israélienne est venue, effectivement, pour libérer les otages, ou libérer le kibbutz, ou reprendre tout simplement le contrôle du territoire d'Israël, comme dans la Rave Party, qui était juste limitrophe à la bande de Gaza, dont, je rappelle, la plupart des systèmes de sécurité et des personnes qui étaient censées assurer la garde avaient été éloignés. Plus de 80% des personnes et des services étaient inopérants à ce moment-là. Et on peut me raconter qu'avec des parachutes, avec des petites grenades, avec des kalachnikovs, ils ont fait autant de victimes. J'ai cru un peu au début et j'étais véritablement effrayé. J'étais horrifié et j'ai pleuré pour les Israéliens qui avaient perdu autant de monde. Mais j'étais surtout effrayé immédiatement par cette volonté affichée d'escalade, c'est-à-dire sans même prendre de recul, sans essayer de comprendre ce qui paraissait aberrant. Comment est-ce qu'ils ont réussi à traverser? Comment ont-ils fait autant de victimes? Comment ont-ils pu revenir aussi facilement avec autant d'otages? Tout ça était aberrant. Qu'est-ce qui s'était passé? De quelle complicité ils avaient bénéficié? Est-ce que cette complicité pouvait aller jusqu'au sommet de l'État? Et pourquoi il y avait un navire américain, le Gerald Ford, le plus grand porte-avions atomique du monde, était présent sur zone juste à cette date-là? Et depuis, en quelques jours, il y a une 50aine de navires de pays de l'OTAN qui sont dans cette région du monde, prêts à un embrasement qui n'aurait plus aucune limite et face auquel les Russes, les Chinois, les Iraniens, l'Arabie Saoudite, les Saoudiens, etc., essayent de trouver des mots apaisants, comme le font, d'ailleurs, l'a fait même Nasrallah récemment dans une interview enregistrée et qui est passée vendredi dernier.
c'est-à-dire parler de désescalade. Mais là, non, dès les premières heures, Netanyahou parle de guerre, et donc on sent la possibilité d'une conquête. Et comme moi, je viens du monde du pétrole, je sais toutes les richesses qui sont au large de Gaza. Mais au large de Gaza actuel, mais les richesses sont encore plus grandes quand on prend Gaza avec ses frontières de 1967, qui sont les seules qui s'imposent. Et comment expliquer que depuis, tellement de tractations sont faites avec des majors pétrolières pour dire ça y est, le problème du gaz de Gaza est réglé et commencer à signer d'immenses contrats. Pourquoi est-ce qu'on parle d'un nouveau canal, le canal Ben Gourion, qui partirait, qui prolongerait la mer Rouge pour aller jusque depuis Aqaba jusqu'à la mer Méditerranée, et donc pour compléter le canal de Suez, en traversant ce qu'est Gaza aujourd'hui, et en créant une zone extraordinairement riche, extraordinairement puissante, puisqu'on sait l'importance du canal de Suez, donc un canal nouveau, pour ainsi dire parallèle, plus important, pourrait véritablement avoir un impact extraordinaire sur cette région, mais extraordinaire au détriment des Palestiniens, qui se font éjecter par nettoyage ethnique de tout leur territoire, que ce soit en Cisjordanie et à Gaza, la ville de Gaza qui est complètement encerclée. Et donc on a ce marketing de la peur, c'est-à-dire justifier des actions abominables en créant soi-même les problèmes. Donc on sait maintenant que le virus a été créé en laboratoire. Disons qu'il y a 99,99% chances que ce soit le cas. Mais beaucoup de chercheurs disent aussi que beaucoup d'autres virus, de type coronavirus, ne peuvent pas être le fruit de l'évolution du virus original, qu'ils sont d'autres versions lâchées dans la nature à des moments plus ou moins précis et voulus. Le dire, mais c'est abominable. Le penser, c'est effrayant. Mais savoir intimement que c'est possible, c'est cataclysmique. Maintenant, évoquer le 11 septembre et dire que c'était un false flag, c'est de plus en plus possible, de plus en plus facile, même si ça reste contesté. Mais comment contester que 2 tours, elles ne peuvent pas faire tomber 3 tours? Et en particulier une 3e tour qui contient des documents uniques, des copies uniques d'une extraordinaire fraude aux États-Unis, d'une ampleur inimaginable et qui touche le Pentagone. Et là, on parle de milliers de milliards de dollars quand on parle du Pentagone. On parle d'une machine qui est capable d'influer sur l'évolution politique et géopolitique de la plupart des pays du monde, par l'argent et par les armes. Et on sent qu'elle est relativement autonome, puisqu'aux États-Unis, quand il y a eu des poussées fortes des républicains pour dire on ne peut plus financer de la même manière les armes qui sont envoyées en Ukraine. Ça va trop loin. Et en plus, c'est un régime corrompu, c'est un régime qui ne veut pas faire ces élections présidentielles. Donc pourquoi est-ce qu'on se bat? Pourquoi se bat-on pour des gens qui ne font plus confiance à la démocratie et qui expliquent qu'ils ne veulent pas faire d'élections parce que ce serait difficile? Mais qu'est-ce qui est difficile? Les 3/4 de l'Ukraine ne sont jamais sous le coup des bombardements, et quand les bombardements arrivent, ils sont hyper ciblés. Alors que 100% de Gaza est sous les bombardements. 100%. Il y avait, il y a quelques jours, plus de 200 000 habitations qui avaient été détruites. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est considérable. Les églises, parce que les chrétiens et les musulmans cohabitent sans aucun problème à Gaza. Les hôpitaux, les ambulances, les réservoirs d'eau, les réservoirs de nourriture, les usines qui fabriquaient du pain, les mosquées, les écoles, les universités.
tout ce qui était la fierté des Gazaouis et la fierté du monde qui aidait les Gazaouis. Donc, grands hôpitaux, système de panneaux solaires pour avoir de l'électricité, tout ça a été détruit et il y a un énorme blocus. Mais invariablement, quand quelqu'un est invité sur les plateaux télé pour porter la contradiction, eh bien, vous avez ceux qui disent qu'Israël a raison, personne ne les contredit. Ils disent les plus grandes absurdités du monde, que en fait les morts à Gaza c'est des victimes collatérales, etc. C'est pas véritablement mal parce que c'est la juste réaction d'Israël de se défendre et d'éradiquer une espèce de mal absolu qui sommeillerait juste à côté de chez eux. Alors vous remarquerez quand même qu'Israël, hein, c'est pas un très grand pays par la surface ni par le nombre d'habitants, mais on n'a pas d'image catastrophique. On sent que la vie continue et on voit même parfois des images effrayantes de personnes qui regardent l'horizon de Gaza avec joie et qui se disent « Ouf, on va bientôt en être débarrassé ». On a même un ministre du gouvernement qui souhaite qu'une bombe atomique soit envoyée sur Gaza pour que ça aille plus vite. Et maintenant, Netanyahou qui dit « De toute façon, on va récupérer Gaza éternellement. » Éternellement. Et qui utilise sans cesse des mots bibliques. Donc on a la peur et on a la complicité des télés. Et quand quelqu'un y va pour s'opposer au narratif, eh bien, en introduction, on lui demande obligatoirement de parler de l'origine et de perdre l'essentiel de son temps de parole sur « oui, je suis triste, j'ai beaucoup souffert et je plains les victimes des attentats », et j'utilise également le mot « attentat », du 7 octobre. Sauf que c'est pas juste, c'est malhonnête. Ça s'est passé. On ne peut pas sans cesse justifier des horreurs avec le passé. On ne peut pas être un peuple qui a subi et qui a vécu l'Holocauste, l'horreur absolue, et justifier des massacres de femmes et d'enfants sous les bombes. On ne peut pas justifier un ghetto qui, un jour, peut-être dans les livres d'histoire, pourra être comparé aux souffrances d'autres ghettos du passé. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas priver de l'accès à l'eau, à la nourriture, à l'électricité, aux médicaments, au fuel pour pouvoir utiliser des grues, etc., pour sauver le plus rapidement possible des victimes vivantes encore ensevelies. Parce que parfois, elles deviennent inaccessibles. Ce n'est pas avec des bras qu'on peut soulever des blocs de béton de 500 kilos. Et donc, des enfants, des parents qui étaient déjà mal nourris, mal hydratés, et donc qui avaient une espérance de vie courte, quand ils se retrouvent sans rien sur les décombres, ne peuvent pas résister aussi longtemps que c'eût été possible s'ils avaient été dans un état de santé correct. Ces gens-là ne dorment plus. Bientôt, ils vont presque se battre pour manger, pour essayer de survivre un tout petit peu, assez longtemps, avec l'espoir que le monde va se réveiller. Mais le monde ne se réveille pas. Parce que dans tous les pays d'Occident, l'idée même de boycott est interdite. Parce que l'idée de mettre en place des forces d'interposition de l'ONU n'est pas possible à cause du veto américain, mais aussi des vétos initiaux de la France et de l'Angleterre qui ont créé ce rythme. Et donc, véritablement, que faire? Participer à l'escalade militaire et provoquer un chaos plus grand et des morts plus grandes? Vous croyez que c'est la sagesse? Non, ce n'est pas la sagesse. La sagesse, c'est nous qui parlons de la beauté de ces Palestiniens et qui arrêtons de nous laisser avoir. Les Palestiniens ne sont pas des terroristes. Ce sont des gens comme vous et moi qui rêvent de vivre en paix,
qui rêvent de profiter de leur terre, qui rêvent d'étudier à l'université, qui rêvent de visiter le monde, qui rêvent d'être heureux, qui rêvent d'avoir un passeport avec marqué Palestine dessus, qui rêvent de pouvoir élire librement un gouvernement sans être certain d'avoir la main indirecte d'Israël, des États-Unis et d'autres pays dans les processus électoraux qui créent la division. Parce qu'il est très possible, même quasiment certain, que le Hamas a été un instrument de division et de fragilisation de la politique et des tentatives de paix au sein d'Israël. Ça, c'est la réalité. Et il y a bien d'autres réalités. Mais on a une machine, un espèce de rouleau compresseur de communication. Si vous regardez sur X, à la télé, etc., vous voyez que tous les jours, il y a un nouveau narratif. On vous raconte l'histoire d'un soldat mort alors qu'il venait de se fiancer ou qu'il attendait un enfant. On vous raconte l'histoire d'un corps qui n'avait pas été identifié, qui a été retrouvé. On vous parle de quelqu'un qui avait survécu à l'Holocauste mais qui n'a pas survécu au terrorisme du Hamas. Et tout le temps, donc il y avait la peur. Et là, d'un seul coup, il y a la compassion. Un narratif permanent de compassion. Mais c'est de la compassion à sens unique. Parce qu'il n'y a que sur les médias arabes, Al Jazeera ou d'autres chaînes, des petits médias d'autres chaînes beaucoup plus anecdotiques et souvent en arabe que la plupart d'entre nous ne comprenons pas. Qu'il y a un narratif qui décrit la vérité. Mais en réalité, aucune chaîne, tellement le trouble et la douleur n'est grand, n'a le temps de montrer ces familles qui sont brisées, n'a le temps d'interviewer ces enfants de quelques années qui voudraient, et ça me permet de refaire un lien avec le film Sound of Freedom, nous dire leur amour de la vie, nous dire qu'ils ont envie de paix, qu'ils ont perdu leurs parents, qu'ils ont perdu un bras, une jambe, un œil, qu'ils ont perdu une immense partie de la joie de vivre qu'ils réussissaient à avoir entre deux guerres dans ce ghetto. Mais personne ne parle d'eux. Personne ne parle de cet agriculteur qui voit arriver une armée d'occupation qui coupe son eau en Cisjordanie, qui bétonne son puits et qui arrache ses oliviers centenaires et lui dit maintenant pars, tu as quelques heures. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Ou ces personnes qui vont à l'église, ces Palestiniens, chrétiens, coptes, qui vont à l'église et qui retrouvent leur appartement occupé avec la serrure changée. Et qui ont deux possibilités. Essayer d'ouvrir la serrure et de se faire tuer. Faire confiance à la justice et ne pas avoir les moyens de payer un avocat et passer des mois ou des années à essayer de récupérer un appartement et finir ruinés du peu qu'ils avaient et sans rien du tout. Ou accepter péniblement et aller s'installer chez de la famille ou des amis dans des maisons qui sont malheureusement toutes petites, sans beaucoup d'électricité, avec un accès à de l'eau qui n'est pas potable, c'est-à-dire qu'on a appris, entre guillemets, à tout cuire, à faire bouillir, etc. Mais qui, si vous la buvez sans la chauffer, que vous êtes occidental, la probabilité d'avoir des gros problèmes d'estomac sera considérablement grande, alors que l'eau est extraordinairement potable de l'autre côté des murs et des barrières en Israël. Comment peut-on traiter des humains de la sorte? Comment peut-on déshumaniser les gens de la sorte et se plaindre et se faire passer en permanence pour une victime? Est-ce que vous vous rendez compte de l'aberration? Eh bien, cette aberration, elle est possible parce qu'on vous distille la peur, la peur, la peur tout le temps. Et qu'on vous donne l'impression que le bien, que le beau, que l'humanité, ce sont les gens qui sont ceux qu'on vous met en avant comme des victimes. Alors qu'en réalité, en ce moment, ces victimes ont laissé
et laisse pour une petite partie d'entre eux. Parce que je sais que l'essentiel des Israéliens et l'essentiel des Juifs du monde ne sont pas d'accord avec ça. L'essentiel. Mais malheureusement, parce qu'ils ont un gouvernement d'extrême droite, mais extrême droite au sens européen du terme, et qui bizarrement est extraordinairement fréquentable, lui. Donc quand on passe les frontières de la France, c'est fréquentable. Ou quand il s'agit maintenant de prendre une position contre les musulmans, l'extrême droite, je dis bien l'extrême droite parce qu'elle est redevenue l'extrême droite, a le droit de citer dans tous nos médias. Ah, on n'a jamais vu autant de députés RN ou de partisans de Zemmour sur les écrans télé. Ils y sont sans cesse. Et sur les réseaux sociaux, il y a une espèce d'union sacrée qui est incroyable. Voilà. J'avais beaucoup de choses à dire. J'aurai sans doute l'occasion d'en reparler. Mais il ne faut pas succomber au marketing de la peur. Il ne faut pas succomber au marketing de la misère quand elle est instrumentalisée. Il faut se focaliser sur la vérité. Et parfois, oui, la vérité fait peur. Comme une flèche aiguisée peut faire mal. Parfois, oui, la vérité peut nous faire couler des alarmes, comme le film Sound of Freedom, ou les images de plus en plus rares qui arrivent de Gaza. Mais l'avantage, c'est que c'est la vérité. La vérité, c'est un peu comme pour le corps de manger des produits qui viennent de la nature et qui n'ont pas été trafiqués. Comme du miel. Voilà. Et je vous remercie tous. S'il vous plaît, inscrivez-vous. On va lancer un Tipeee dans les prochains jours. On a un Substack sur lequel vous pouvez participer financièrement à cette aventure dans laquelle je me consacre totalement et j'ai vraiment besoin de votre aide et j'ai besoin de votre aide financière pour moi et pour toute l'équipe qui m'accompagne. Parce que c'est des gens qui décident de changer de vie pour s'engager sur un média. Alors, un nouveau média, peut-être, parmi tellement d'autres. Mais nous, on a une approche qui est, on n'est pas là pour vous délivrer des faits, on est là pour analyser ces faits et essayer de le faire de façon suffisamment pédagogique pour vous armer et pour résister à la vague du mensonge, à la vague de la manipulation, à la vague du terrorisme intellectuel, à la vague des doubles standards, à la vague des inversions accusatoires. Et je dis bien inversion accusatoire, puisque quand il sera avéré, et comme ça l'est, puisque après avoir nié, Netanyahou a dû reconnaître qu'il était averti par les Égyptiens que quelque chose était en train de se préparer à Gaza, et ça prouve bien, malheureusement, qu'il était au courant. Il a réussi à faire taire tout le monde, il a réussi à faire taire une grande partie de l'opposition très forte en Israël en disant « Soyons unis dans cette guerre, s'il vous plaît, ne montrons pas des divisions ». Je sais que des milliers, des millions d'Israéliens sont déchirés par cette situation. Je sais que des millions de Juifs savent que c'est inacceptable, mais je comprends évidemment leur solidarité, leur volonté de solidarité, mais il ne faut pas qu'ils se trompent. Le combat, c'est pas pour les Juifs, c'est pas pour les musulmans, c'est pas pour les chrétiens, c'est pas pour les bouddhistes, c'est pas pour les hommes d'affaires, c'est pas pour les agriculteurs, c'est pas pour les enfants, les femmes, etc. C'est un combat pour l'humanité. Et ce combat pour l'humanité dépasse forcément le clivage des religions. Vous devez vous battre pour l'humanité, vous devez vous battre pour ce qui est juste. Dans le film Sound of Freedom, il faut sauver tous les enfants. Même quand l'administration dit « mais essayons de trouver quelqu'un qui est en lien avec les États-Unis pour justifier les centaines de milliers de dollars ou les millions de dollars qu'on va dépenser ». Mais non, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que l'humanité, elle n'a pas de race, elle n'a pas de religion. Elle a juste un avenir ou une absence d'avenir. Voilà, je vous remercie. Partagez, commentez, mettez les pouces levés, rejoignez Tipeee, rejoignez Substack, rejoignez tout ce qu'on va mettre en œuvre et bientôt la vente de miel. À bientôt.